4, 5, 7, 8. Et bonjour à tous, bienvenue dans la revue de Pedro. Nous sommes donc le 19 mars 2023 et nous allons faire une revue de presse un peu particulière aujourd'hui puisque déjà nous ne sommes pas le matin, nous sommes un peu plus tard dans l'après-midi. Donc bon matin d'après-midi à vous tous, à tous ceux qui découvriront la chaîne. Bienvenue, bienvenue. Donc nous allons comme d'habitude faire une revue de presse sur la France Orange Mécanique, mais nous allons aussi regarder différentes choses, notamment notre cher Big Z qui s'est retrouvé face à la meute hier soir dans Quelle époque sur France 2, donc une chaîne France 2, hein, France Télévisions, une chaîne totalement d'extrême droite hein, qui nous parle tous les jours des vrais sujets de la vie. Et donc notre cher Zemmour qui va être face à ça, on va regarder cette émission et réagir en direct à ça, puisque le principe de l'émission de la revue de Pedro, c'est de découvrir les articles avec vous et les émissions avec vous. Et donc là, je vais faire ça avec l'émission de notre chat Big Z. Nous regarderons ensuite la France Orange Mécanique et ensuite nous terminerons avec une bonne petite revue de presse aussi sur ce qui se passe par rapport aux retraites, parce que quand même, le pays va peut-être s'effondrer à cause de la réforme la plus inutile qui n'a jamais eu lieu. Puisque de toute façon les retraites c'était pas du tout le sujet, hein, puisque tout s'effondre et que la priorité, les gens manifestent, c'est les retraites. Ça fait trop rire. Bon après c'est hyper important hein, bien sûr, hein, mais bien après plein d'autres sujets. Donc voilà, donc bienvenue et donc on va être parti. Donc comme je disais, on va d'abord regarder tranquillement ensemble l'émission que notre cher Big Z a fait hier soir. On va la regarder et la commenter ensemble en direct. Donc c'est parti. Attendez juste 2 secondes. Tac, je détache le chat, comme ça je pourrais suivre. Et donc, on va regarder ça. Donc, tac, c'est où? C'est là. Dans notre check Big Z, dans quelle époque? Apparemment, ça s'est pas si mal passé. Donc, on va voir si il a été à la hauteur. Parce que franchement, il faut vraiment avoir envie d'aller avec les yens comme ça. Bon, après, il a sorti son livre, ça fait de la pub, hein. Nous d'avoir Donc, accepté c'est notre parti. invitation. Léa Salamé. Bon, bah, ok, bon, bah, très bien. Bon, c'était. C'était. Je sais pas. Enfin. C'est toujours pareil en fait. Zemmour, quand je le vois faire ces trucs-là, je me dis, putain, je me dis qu'il peut pas dire ce qu'il pense, quoi. Mm. Il peut pas rentrer dans le tas comme il rentrait dans le tas avant, quoi. C'est vraiment, il y a un truc bizarre, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très étrange, en fait. C'est pas, il est pas libre. C'est fait tellement éclater en fait pendant la présidentielle. Il a dû voir, il a dû pas se compromettre, mais il peut pas dire exactement, il peut pas être lui-même en fait. Mm. Lui-même, le chef d'État qu'il aurait pu être, quoi. Est-ce que c'est l'époque qui fait ça? Est-ce que. Ouais, je sais pas. C'est vraiment très étrange en fait. Je sais pas. Il y a un truc bizarre. Enfin bon. Donc alors on est parti, on a terminé pour cette partie-là. Moi j'avais envie de regarder. Je suis assez déçu en fait. Je sais pas, je le vois pas. Je sais pas. Je pense qu'il a raison aussi de rester en embuscade comme ça, de pas sortir les crocs, de pas être, de pas envoyer des punchlines dans tous les sens. Bah, il a l'air un peu trop, comme il disait sur le, comme les autres disaient sur pourquoi il a perdu. Ces analyses sont un peu particulières. Moi, je pense qu'il voit pas l'aspect d'avoir été abandonné par tout le monde. Peut-être c'est parce qu'il a été trop dur. Euh, je pense qu'il manque quelque chose là. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, soit c'est parce qu'il reste en embuscade, comme je disais, et donc il attend que ça parte encore un peu plus en couille, que de faire vraiment du fond. Donc, parce que sur le reste, ils sont quand même bien actifs, hein, Reconquête. Et donc, c'est super. Et donc, on va laisser faire, quoi. On va laisser faire, puisqu'on n'a pas voulu les lire.
Je pense que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça sa stratégie. Et j'espère vraiment que quand ce sera nécessaire, il dira vraiment les choses. Il sera beaucoup plus direct en fait dans ses réponses et beaucoup plus carré dans le sens ça transpercera comme ça pouvait transpercer avant quand il était chroniqueur. Il y a un truc qui, moi, il y a un truc qui me manque, je trouve. Mais bon, je suis toujours un grand soutien de lui, hein. Je ne comprends pas ce qui s'est passé pendant le présidentiel et tout le monde l'a abandonné. C'est vraiment, je persiste et je signe. Enfin bon, en tout cas, merci à lui d'être toujours là et on verra la suite. Donc alors, on va passer à la suite, on va passer à la France Orange Mécanique. Donc on va lire différents sujets assez incroyables. Donc il y a pas mal de trucs, hein, donc on va y aller progressivement. Beaucoup de sujets, hein, ça va être une revue de presse assez grosse. Et donc on la fera au fur et à mesure. Alors, donc on va commencer par ça, un article, c'est pas un article, c'est un témoignage que Damien Rieu a partagé, qui est incroyable, c'est hallucinant quoi. Et donc voilà ce qui se passe dans notre pays actuellement, voilà où en est la France, voilà, voilà, c'est incroyable. Alors Jean-Yves Lacouche, c'est lui qui a partagé ce témoignage, président directeur général de chez Jean Latour. Je sais pas ce que c'est du tout. Et donc le témoignage, c'est il s'appelait Nicolas et devait rejoindre Jean Latour comme apprenti peintre en septembre. C'était le petit-fils de l'un de nos ouvriers canaliers historiques, 35 ans de maison, qui nous aide toujours malgré sa retraite pendant les vacances scolaires. Mais il est mort. La France l'a tué. Pas la France de ma génération que nous ne connaissons plus. Non, celle d'aujourd'hui qui n'a plus de médecin ni d'ambulance et qui laisse crever ses enfants. Plus rien ne fonctionne dans ce pays malgré les impôts les plus élevés du monde. Faute de pouvoir accueillir les patients aux urgences, on les trie au téléphone et voilà le résultat. Mercredi 8 mars, donc c'est vraiment tout récent, hein, c'est dernièrement que ça s'est passé cette horreur-là. Mercredi 8 mars, il va voir le médecin de famille, à la retraite mais qui a repris du service, avec un mal de ventre et des vomissements. Le médecin lui donne une lettre disant de se rendre aux urgences rapidement. Sans voiture, à Cazeres, sa mère appelle les pompiers. Diagnostic au téléphone et pas d'ambulance. Donc déjà, diagnostic au téléphone, c'est très étrange. Le lendemain, son état ne s'améliore pas. Nouvel appel au 15 cette fois. Même résultat. Vendredi 10, son état empire. Avec sa mère, direction la pharmacie, qui elle réagit promptement et appelle les pompiers. Mais il est trop tard. Le gamin s'écroulera en arrêt cardiaque sur le trottoir. Les secours n'ont pas pu le ranimer. L'autopsie a diagnostiqué une pneumomatie. Je crois que c'était une pneumonie. Pneumomatie. Je sais pas ce que. Ah non, une pneumopathie. Oui, bah c'est ça. 3 jours sans soins ni analyse. Toute l'équipe de Jean Latour se joint à moi pour relayer le désespoir et la colère de son grand-père, collègue et ami de Daniel, et de ses parents qui ont déposé plainte, ce qui ne le se fera pas revenir. Il s'appelait Nicolas. Il avait 17 ans. La France d'aujourd'hui l'a tué. Obsèque le mardi 21 mars à 14h30 à Cazeres. Paix à son âme. Donc c'est un truc de malade. Ça fait penser en fait à l'autre article. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin ceux qui suivent, ou ceux qui, voilà, il y a eu un article en fait avec un vieux monsieur, avec sa femme, où il a attendu 7 jours avant qu'on vienne chercher sa femme. C'était un vieux monsieur et sa dame aussi, il devait avoir aux alentours de 70 ans. Et en gros, elle avait un problème de pacemaker. Et en fait, ils ont attendu 7 jours. Et en fait, ils l'ont pris en charge après au bout de 7 jours. Et la pauvre dame, elle est morte en fait au bout d'une semaine, je crois, ou deux. Alors que si elle avait été prise en charge directement, et le médecin qui l'a reçue après le dit, eh ben, elle serait encore vivante. Donc voilà, c'est ça la France de nos jours. C'est ça la France de nos jours. C'est incroyable. Enfin bon, d'accord, alors c'est horrible. On est dans une situation hallucinante. Alors là, par contre, je vais passer à autre chose. Je vais passer à un article qui a été rédigé, écrit par Malika Sorel dans le Figaro. Donc Malika Sorel qui est nanana, Malika Sorel. Attendez, c'est qui déjà? J'avais vu qui c'était. Bon, en tout cas, c'est une chronique. Je crois que c'est une. Elle s'occupe d'une association. Malika Sorel est l'auteur de plusieurs ouvrages remarqués dont des compositions françaises. Comment en est-on arrivé là? Fayard, qui a reçu le prix d'honneur, le prix Honneur et Patrie de la Société des membres de la Légion d'honneur. Elle vient de publier Les Dindons de la farce, Albin Michel. Donc alors, Malika Sorel a fait une sortie
dans le Figaro. Et donc, on va lire ce qu'elle a dit. Et c'est assez significatif, j'ai l'impression. Donc, c'est pour ça que je voulais le lire. Et j'ai réussi à trouver l'article. Bon, quelqu'un l'a scanné. Je ne sais pas si j'ai le droit de le relire comme ça, parce que normalement, il faut payer pour l'avoir. Mais bon, donc Malika Sorel, en vérité, ce projet de loi vise à régulariser les clandestins. Donc, le projet de loi sur l'immigration, qui va être lancé là dans pas longtemps. Alors, ce projet de loi va être un peu peut-être compromis, puisque là, en fait, la situation est un peu chaotique, donc on ne sait pas si le gouvernement va pouvoir continuer à gouverner. On verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, normalement, en théorie, il devait y avoir cette loi qui devait arriver. Alors, entretien de Malika Sorel. Alors, c'est avec Alexandre Devecchio. Alors que le texte sur la loi d'immigration arrive le 28 mars au Sénat, le directeur de l'OFII, Didier Lesky, a assuré que l'échec à l'examen de français ne sera pas synonyme d'expulsion pour les ressortissants étrangers. C'est ce qu'on avait lu il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, ils ont eu des agressions, on va le lire après, j'ai un article dessus, à cause de cette sortie où ils ont essayé de révéler ce fait. L'essayiste et ancien membre du Haut Conseil à l'intégration y voit un recul du gouvernement et critique plus largement un projet de loi qui accorde, selon elle, une prime à l'illégalité, puisqu'il prévoit de créer un titre de séjour pour les étrangers de situation irrégulière. Et ouais. Alors, le Figaro qui pose la question. Les ressortissants étrangers qui échoueront à l'examen de français que le gouvernement veut imposer dans le cadre de son projet de loi sur l'immigration ne seront pas expulsés, a assuré ce 13 mars le patron de l'Office française de l'immigration et de l'intégration OFII, Didier Lesky. Qu'est-ce que cela vous inspire? Réponse de Malika Sorel. Le gouvernement a reculé. Dans le texte transmis au Conseil d'État, il était question de subordonner l'octroi du titre de séjour à la réussite de l'examen de langue. Le niveau requis est très bas puisqu'il s'agit seulement de comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes qui visent à satisfaire des besoins concrets. Sans troll, moi je dirais que c'est à peu près ce qu'on demande aux jeunes actuellement. Être issu d'une ère culturelle qui ne partage pas les fondamentaux des Occidentaux et se révéler dans l'incapacité d'assimiler ces rudiments de langue n'est pas de bon augure pour l'intégration culturelle. Eu égard à la situation préoccupante de la France, dont l'État a parfaitement connaissance, il est plus sage que le migrant forme alors plutôt le projet de s'installer sur d'autres terres dont il partage le référentiel culturel et où il lui sera de ce fait plus aisé d'identifier les limites à ne pas transgresser. Dans toute société, les règles qui permettent de vivre ensemble sont pour la plupart tacites. Elles ne figurent pas dans les lois et sont transmises de génération en génération au sein des familles. C'est très bien ce qu'elle dit là, parce que c'est exactement ce que dirait Big Z, ou beaucoup de gens en fait de droite qui sont atterrés de voir que, eh ben, on va dire notre façon de vivre, la vie à la française, est en train de disparaître dans énormément d'endroits, notamment dans les grandes villes. Hein. Moi, je pars de la grande ville exprès pour ça, parce que c'est une catastrophe, quoi. Mais bon, on est des racistes. Le fait de parler ou non correctement le français préjuge-t-il de bonne intégration de personnes immigrées? Des personnes immigrées. Donc ça, c'est le Figaro qui dit ça. Non, si le migrant est de culture occidentale, car les repères et les mœurs sont très voisins dans l'ensemble de pays occidentaux. Il en va autrement pour les enfants de l'immigration extra-occidentale. Chaque jour, nous en apporte la démonstration. Maîtriser la langue n'empêche pas une part croissante de ces enfants de refuser le respect de principes républicains qu'ils vont jusqu'à défier dans l'enceinte des établissements scolaires, de placer leurs dogmes religieux au-dessus des lois de la République. IFOP, de points. Donc c'est vous regardez en fait ce qu'elle veut dire, c'est que vous regardez tous les sondages et tout ce qui s'est passé en fait dans l'IFOP là, enfin qui a montré à quel point en fait c'est la catastrophe. Hein. C'est vraiment la catastrophe. Hein. Mais bon, c'est comme ça. De rejeter des contenus d'enseignement. Alors, tenaillés par la peur, 50% des enseignants s'autocensurent. Ouais. Pour ces enfants, l'intégration culturelle dépend de l'attitude adoptée par leurs parents et leur entourage. Dès lors que des points d'incompatibilité se font au jour entre le projet éducatif de l'école et leur référentiel culturel, pardon, j'ai un peu du mal. Accompagne-t-il ou entrave-t-il le travail des enseignants? Ces enfants ont suivi plusieurs années d'enseignement moral et civique. Soyons sérieux, ce ne sont pas les quelques heures d'enseignement sur les valeurs de contrat d'accueil et d'intégration qui permettront aux nouveaux migrants de s'approprier ces fondamentaux. J'ai pas très bien compris si elle allait expliquer que là, ceux qui restent dans leur propre culture et l'écrasent, enfin bon, font qu'ils ne peuvent pas s'intégrer. C'est un peu compliqué parce qu'il y a eu des tas de gens d'avant
qui restait en mode portugais, en mode polonais, et il s'intégrait bien après. Enfin bon, je sais pas. Alors, Le Figaro. La mise en avant de cet examen par le gouvernement n'est-elle alors qu'une opération de communication? Réponse de Malika. En vérité, ce projet de loi vise à régulariser les clandestins, une prime accordée à l'illégalité puisqu'un titre de séjour est créé pour les étrangers en situation irrégulière qui exercent dans un métier dit en tension, métiers parmi lesquels on trouve aide à domicile, agent d'entretien, serveur, ouvrier des travaux publics, donc en gros tous les métiers de base quoi. Autant de métiers auxquels on pourrait former des chômeurs, exactement. Exactement, c'est très bien ce qu'elle dit là. Nul ne pose la vraie question. Pourquoi depuis des années, une partie des migrants déjà régularisés pour pourvoir ces postes sont-ils évaporés Se sont-ils évaporés Parce qu'il devient parfois plus avantageux de ne pas travailler, ce qui pose un problème de justice sociale qui alimente les ressentiments. Pour Marcel Mauss, l'excès de générosité est aussi nuisible à l'individu et à la société que l'égoïsme de nos contemporains et l'individualisme de nos lois. Un autre titre de séjour est envisagé qui aura pour effet de vider le Maghreb et l'Afrique de leurs talents. Ah putain, vider le Maghreb et l'Afrique des talents, putain, ça fait trop peur parce qu'ils sont vraiment des millions, quoi, des millions et des millions et des millions, quoi. Ce pillage du Sud est moralement condamnable. Alors, Le Figaro, quelles sont les conditions idéales pour que les nouveaux arrivants s'intègrent plus aisément à la société française? Déjà, arrêter l'immigration. Ça, c'est moi qui dis. Alors, ces conditions ne sont plus réunies, car l'importance des flux migratoires a conduit à la reproduction des sociétés d'origine sur le sol français. Les communautés exercent une telle pression sur les personnes qu'il est difficile, parfois dangereux d'y résister et de ne pas se soumettre. Là, donc ça c'est un témoignage de ma part. Il y a des gens dans mon village, un petit village. Maintenant, on sait que la plupart des gens qu'on connaissait avant, qui étaient issus de l'immigration, commencent à aller à la mosquée, commencent à aller, alors qu'ils s'en foutaient complètement, parce qu'ils ont peur du regard des autres musulmans. Petit témoignage à part. Alors, Le Figaro. Davantage que celle de l'intégration, la question prioritaire est celle de la régulation et de la limitation des flux. Donc ça c'est la question de Figaro. Réponse de Malika Sorel. Premier mot, absolument. En préalable, il faut reconnaître que la société a échoué à intégrer et à en tirer toutes les conséquences. Quelques exemples. Tant que le plus grand nombre ne s'est pas intégré culturellement, l'immigration issue de mêmes aires culturelles doit être limitée de manière drastique et tout regroupement familial soumis à conditions culturelles et financières strictes. Aux pays qui refusent de coopérer pour les OQTF, aucun visa ne doit être délivré. Frappé d'obsolescence, le code de la nationalité doit être réformé de sorte que l'administration n'ait d'autre choix que de faire de nouveaux coïncider identité et nationalité, comme cela accourt dans les pays d'origine. Name and shame. Le clientélisme politique qui accorde une prison à la non-assimilation devra être rendu public et sanctionné car c'est ce clientélisme qui a créé les conditions du séparatisme. Putain, elle est dure, hein. On dirait presque Zemmour, quoi, même plus que ça. Donc, dernière question du Figaro, faut-il y voir une tentative de en même temps en matière de politique d'immigration? Réponse de Malika Sorel. Au Danemark, la politique des sociaux-démocrates, donc des gens de gauche, fait consensus. Les partis politiques se grandiraient en cessant d'instrumentaliser ce sujet, tant les conséquences sont lourdes, comme l'a rappelé Gérard Collomb lors de sa passation de pouvoir place Beauvau. Donc c'était là où il avait dit « J'ai vu des gens vivre côte à côte, j'ai peur qu'ils finissent face à face ». Donc c'est cette conséquence lourde dont parle Malika Sorel, je pense. Un dernier point, par respect, les élites françaises devraient cesser de donner des leçons de morale au continent africain, Maghreb inclus, leçons vécues comme autant d'humiliations et qui jouent un rôle dans l'éviction progressive de la France de ce continent. Pour le bonheur et la stabilité des deux rives, nous gagnerons à coopérer pour bâtir des relations saines et équilibrées. Merci Malika Sorel pour ce petit article. Alors juste par rapport à ce qu'elle disait à la fin, il y a d'autres personnes qui témoignent de cette disparition de la France en Afrique et au Maghreb. C'est pas de ça qu'il parle, hein. Il parle beaucoup du fait que la France elle fait partie de l'Occident qui devient totalement dégénéré. Alors il y a bien sûr tout ce truc de la repentance et de la détestation de la France par rapport à la colonisation, surtout que les pays du Maghreb et notamment l'Algérie et d'autres pays africains profitent de ça pour continuer à détourner des sujets qui sont catastrophiques dans leur pays. Mais il y a aussi toute la partie de l'Occident qui est entré en dégénérescence depuis 15 ans, on va dire 10-15 ans, beaucoup plus depuis 5 ans, avec les LGBT, les transidentités, le machin, tout le bordel, le fait de détester son propre pays, le fait de se faire grand remplacer et que c'est pas grave, machin, tout ça, qui fait qu'en fait ces pays-là qui sont quand même très traditionnels et très à l'ancienne, on va dire,
avec la famille, on va dire aussi la famille traditionnelle, commencent à nous détester et à nous voir comme des ennemis et ils ne veulent plus interagir avec nous. C'est notamment ce que fait la Chine et la Russie. Voilà. Bon. Est-ce que ce sujet-là est important ou pas? Moi, je pense que oui. En tout cas, voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo parce que c'était un petit sujet très important, très intéressant. Merci Malika Sorel. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à faire monter cette vidéo en commentant pour pouvoir discuter en fait des différents sujets qu'elle aborde. Donc on voit bien qu'elle est assez dure cette chère Malika Sorel. J'aimais bien cette dame, j'avais vu sur CNews plusieurs fois. Plutôt stylé. Ok. Donc voilà, donc on va juste faire, je vais juste aller faire un petit pipi et je reviens 2 secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement en fait, je vais pas faire toute la revue de presse entièrement parce qu'il y a beaucoup trop de trucs. Et je ferai ma revue de presse sur la France Orange Mécanique demain. Là, je vais passer tout de suite à l'international. Et on va terminer, enfin, on va basculer sur ça. Et ça sera demain matin que je ferai la France Orange Mécanique. Donc, c'était très intéressant son article. Donc, passons à l'international. Et donc, alors, non, l'international, c'est là. Voilà, on va lire ces petits articles et faire le point aussi sur la réforme des retraites qui a l'air d'être sacrément bordélique. J'avais déjà fait un point vendredi, mais là, parce que c'est le grand moment demain, attention, hein. Alors, premier article de la France, non, de l'International. J'étais tombé là-dessus, là, de F dessous, j'ai pas tout compris, je voulais lire. Alors, Abu Abeida Youssef El Hanabi, chef suprême d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, l'ennemi originel des Français. Non, l'ennemi originel, les Français. Qu'est-ce que c'est que ça? Sahel Wassim Nasr. La réponse d'Abu Abaïda, à blablabla, Youssef Al-Hanabi, putain c'est horrible, hein, à ma question au sujet de la confrontation avec l'État islamique. Actuellement, il n'y a que la guerre entre nous et les Kawarij. Auparavant, on avait essayé de l'éviter pour ne pas être distrait de l'ennemi originel, les Français. Ah oui, d'accord. ورا الموقف العسكري. Oui, bon, d'accord, c'est en... Attends. Et qui est Al-Qaïda. Ça ne veut pas dire qu'Al-Qaïda ne commet pas d'exactions. Parce que, par exemple, j'ai posé la question sur quelque chose de très précis, le massacre de Solane, commis par une unité d'Al-Qaïda. Et là, il a nié. Comme Al-Qaïda avait nié avant, il a dit non, ce n'est pas nous. Il m'est pas parvenu qu'on est responsable. Sachant que d'autres sources d'AQMI m'avaient confirmé que c'était une unité qui n'était pas disciplinée, qui avait commis le massacre. Donc il y a des massacres, mais il ne répond pas à cette question précisément. Il est plus dans des réponses politiques qu'autre chose. Gagner le cœur et les esprits de la population, qu'en est-il des négociations éventuelles avec les États africains? Il a dit qu'il y a des canaux de négociation qui sont ouverts avec ceux qui le souhaitent. Et c'est vrai, il y a des canaux de négociation qui sont ouverts et qui sont publics. Il a nommé des États? Que ça soit avec le... Il n'a pas nommé d'État, mais on sait qu'il y a des canaux de discussion ouverts, que ce soit avec le Mauritanie ou avec le Niger, à un moment avec même le Burkina Faso avant les dernières élections présidentielles. Chaque négociation, on va dire, chaque canal est propre au pays concerné. Les prérogatives ne sont pas les mêmes, les conditions ne sont pas les mêmes. Et ça, AQMI l'a très bien compris. Parce qu'il a dit même, on adapte notre politique, que ce soit de négociation ou d'implantation, aux conditions historiques et de chaque pays. Donc ce qui s'appelle, on va dire, dans le dogme djihadiste, c'est la jurisprudence du réel.
Et c'est ce qui les différencie grandement, donc c'est de la politique finalement, c'est ce qui les différencie grandement de l'État islamique qui est beaucoup plus jusqu'à-boutiste, et c'est ce qui leur permet en tout cas de s'imbriquer dans les populations locales et d'avoir ce genre Bon. de présence, de longue présence quand même. Ok, donc j'ai rien compris. Désolé, hein, j'ai mis un article là, mais j'ai pas tout compris en fait. J'y ai pas tout compris. Ok. Alors, ok. Bon, bah en tout cas, en gros, si j'ai bien compris, c'est qu'on était l'ennemi principal des autres pays avant d'être l'ennemi de l'État islamique. Enfin, avant que l'ennemi soit l'État islamique de. Je sais pas qui c'est. Chef suprême d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Oui, en gros, c'est... Non, d'accord, c'est juste les Français, ce sont les ennemis principaux. Bah oui, ok. Bon, désolé, l'article, j'ai rien compris. Alors, article suivant. F de souche, Algérie. Près de 3000 migrants subsahariens expulsés en plein désert en 10 jours. Ah ah. Ouais. Ah, eux, ils font pas les choses à moitié, hein. Vous savez, c'est un peu comme dans le film Batman, là, quand ils les font partir sur le lac, là, glacé, qu'en fait, après, ils meurent. Bah, c'est un peu la même chose, en fait. Alors, les autorités algériennes ont expulsé 2852 migrants entre le 25 février et le 5 mars. Les exilés ont été abandonnés en plein désert. Putain. Ah, ils font pas les choses à moitié, hein. Ah, je dis pas du tout qu'il faut qu'on fasse ça, nous aussi, hein, mais en tout cas, eux, ils expulsent, hein. Nous, si on pouvait expulser sans les mettre dans le désert, ça serait un truc de fou, quand même. Les exilés ont été abandonnés en plein désert, à plusieurs kilomètres de la frontière nigérienne, sans eau ni nourriture, parmi eux des femmes et des enfants. Ils ont été abandonnés en plein milieu du désert sous un soleil de plomb, sans eau ni de nourriture. En seulement 10 jours, 2852 personnes originaires d'Afrique subsaharienne ont été expulsées d'Algérie vers la frontière nigérienne. Selon Alarm Phone Sarah, qui vient en aide aux exilés dans la région, 993 migrants ont été renvoyés le 23 février, 1180 le 3 mars en 600 et 679 le 5 mars. Parmi eux se trouvaient des femmes et des enfants. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, jointe par Info Migrants, n'a pas été en mesure de confirmer ces chiffres. Ces opérations sont appelées sobrement des reconduites à la frontière par les autorités algériennes. Interpellés dans des différentes villes du nord de l'Algérie, dans leurs appartements, leur travail ou dans la rue, les migrants sont ensuite entassés dans des camions puis déportés vers le centre de refoulement de Tamanrasset, à 1900 km de route au sud d'Alger. Là, beaucoup affirment être dépouillés de leurs affaires par les policiers, argent liquide, bijoux, téléphone portable, passeport. Les expulsions opérées par les autorités algériennes sont fréquentes dans la région. Le 12 février déjà, 999 personnes avaient été renvoyées à la frontière nigérienne dans les mêmes conditions. Selon les chiffres de MSF, entre le 11 janvier et le 3 mars 2023, près de 5000 migrants ont connu le même sort. Info migrants. Eh ben, ah c'est sûr que c'est pas la même limonade là, hein. Putain, truc de fou. Truc de fou. Putain, c'est hallucinant quoi. Alors, bon, bah, peut-être qu'un jour, on fera pas la même chose, mais qu'on aura les couilles d'expulser les gens, quoi. Putain, mais quand je pense que nous, on n'arrive pas à expulser un mec. Ouh, on n'arrive pas à expulser un mec, quoi, putain. Enfin bon, peu importe. Alors, article suivant. Là, il y a deux articles qui vont se suivre concernant les États-Unis. Je voulais voir parce que ça m'a un peu perturbé ce truc-là. Je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, donc je voulais lire l'article en détail. À l'heure actuelle, Donald Trump craint d'être arrêté mardi 21 mars et appelle ses soutiens à manifester. Dans un message posté sur son réseau social Truth Social, l'ancien président américain a affirmé redouter une arrestation prochaine sur ordre de la justice et exhorté ses partisans à se mobiliser. Le candidat du Parti républicain très loin devant et ancien président des États-Unis d'Amérique va être mardi de la semaine prochaine. C'est quoi ? Des États-Unis d'Amérique va être arrêté mardi de la semaine prochaine. Pardon. C'est par ce message publié sur les réseaux sociaux Trust Social que l'ancien président américain Donald Trump a annoncé samedi 18 mars son arrestation imminente, plus précisément le 21 mars, rapporte le Figaro. Candidat déclaré à la primaire du camp républicain pour représenter le mouvement conservateur aux élections de 2024 et prendre sa revanche sur son adversaire, l'actuel président démocrate Joe Biden, Donald Trump serait, selon lui, menacé par une arrestation.
et ce devant une possible inculpation dans une affaire de paiement en 2016 visant à acheter le silence d'une actrice pornographique avec laquelle il aurait eu une liaison juste avant son mariage avec Ivana Trump. Ok. Donc manifestez, reprenez notre nation. Ça va être le message qu'il a envoyé. Dans la suite de son message où il qualifie notamment les accusations portées contre lui par le magistrat démocrate de Manhattan en charge du dossier de contes de fées, Donald Trump appelle ses partisans à se mobiliser en sa faveur. Manifestez, reprenez notre nation. Une exhortation qui n'est pas sans rappeler l'appel à la mobilisation qu'avait fait l'ancien président républicain le jour de la passation de pouvoir avec son successeur démocrate à la Maison-Blanche le 6 janvier 2021. Putain, c'était déjà il y a 2 ans, quoi. C'est dingue. Cet appel avait eu pour effet de voir des centaines de partisans de l'ancien président prendre l'assaut de Capitole, lieu où siège le Congrès des États-Unis. Cette affaire a valu à Donald Trump d'être mis en examen, mais également d'être banni de certains réseaux sociaux, notamment son préféré Twitter. Un bannissement levé par Twitter par Elon Musk depuis novembre 2022 et pour les plateformes Facebook et YouTube depuis le vendredi 17 mars. Ok, bon, on verra s'il est arrêté. Hein. Intéressant. Bon, je sais pas, c'est assez étrange quand même, hein, je dirais. Hein. Très bien, très bien. On verra s'il est arrêté, ça peut... ça serait fou quand même qu'il soit arrêté alors qu'il est en train de remonter à mort, là. Je trouvais ça assez incroyable. Enfin bon, on va bien voir. Alors, article suivant. Toujours dans l'international, F de souche. Pour lutter à la fois contre la Chine et le réchauffement climatique, les États-Unis subventionnent agressivement les industries européennes délocalisant chez eux. L'UE divisée sur la réponse. Oui, bah, voilà, comme d'hab, quoi. Ils jouent perso, quoi. Au cours du mois d'août, pourtant, l'inquiétude monte dans plusieurs capitales européennes. Le plan américain est puissant et il s'ajoute au fait que l'énergie coûte 3 fois à 5 fois moins que cher outre-Atlantique. Comment résister? Oui, il y a eu en fait un plan de 400 à 500 milliards, un truc comme ça. Et il s'ajoute au fait que l'énergie coûte. Nous avons vite réalisé qu'avec l'IRA, les États-Unis avaient mis en place une formidable pompe aspirante pour les investissements étrangers, témoigne un haut dirigeant. Sidérés, les Européens découvrent aussi que l'administration Biden ne se contente pas d'ouvrir un guichet. Elle démarche directement les plus grandes entreprises européennes au niveau des PDG et des comités exécutifs. Certains industriels ont été contactés en direct par des conseillers de la Maison-Blanche, nous en avons la preuve. S'étrangle ton côté européen. Ah bah oui, les États-Unis, ils pensent pour eux, hein. Il faut pas leur en vouloir, mais c'est des traîtres, hein. Mais enfin, c'est pas vraiment des traîtres, ils pensent pour eux, ils ont raison. Contrairement à ce que fait l'Europe. Le premier constructeur automobile européen vient de se mettre... Alors attendez, je me suis trompé, mais l'essentiel est gagné. La manne de l'IRA va pouvoir irriguer les industriels. Et elle ne laisse pas longtemps indifférents les patrons des grands groupes européens. Le président d'une grande banque européenne raconte: les industriels allemands ont tout de suite vu leur intérêt et ont commencé à revoir leur stratégie d'investissement. Voyez Volkswagen. Le premier constructeur automobile européen vient de mettre sur pause son projet d'usine de batterie en Europe de l'Est et envisage de l'installer outre-Atlantique, où il pourra bénéficier de 10 milliards de dollars de subventions au titre de la loi IRA. Donc l'IRA, voilà, c'était ça. Non seulement le plan américain attire la fine fleur de l'industrie européenne, mais il agit comme un poisson qui divise les Européens. Oh, je sais pas lire, ça me saoule. Un poison qui divise les Européens. Les Allemands nous disent en substance: vous les Français, vous avez raison sur le fond, c'est de la distorsion de concurrence, mais on prend. Ajoute de même, ok, bah, c'est normal, nous on n'a plus d'industrie. On est là, non, s'il vous plaît, partez pas. Ah là là, la France, quoi. Un des premiers à avoir saisi combien l'IRA posait une menace existentielle pour l'industrie européenne est le commissaire au marché intérieur Thierry Breton. Dès le mois d'août, il prend son bâton de pèlerin, fait le tour des industriels, Iberdrola, Michelin, Daimler, Northvolt, Saab, sollicite les grandes organisations patronales comme le Confindustria italien ou le BDI allemand, tire la sonnette d'alarme auprès de ministres de l'industrie et de chefs de gouvernement. Je voyais le risque, des pans entiers de notre industrie risquaient de disparaître. Il fallait absolument agir très vite, insiste-t-il. Car les cas concrets d'investissement aspirés par la loi IRA se multiplient. Thierry Breton raconte cette histoire édifiante. Nous avons appris qu'une grande entreprise dans le domaine du retraitement avait été approchée par l'administration américaine qui lui proposait de financer jusqu'à 70% de son investissement, de garantir 10 ans de débouchés et de lui assurer un contrat de fourniture d'énergie à long terme
4 à 5 fois moins cher qu'en Europe. C'est un truc de fou. Face à un tapis rouge si épais, comment ne pas se précipiter? Courtisé, lui aussi, le fabricant de batteries suédois Northvolt hésite. Ses dirigeants ont calculé qu'il pourrait bénéficier de 8 milliards de dollars d'aide, soit 70% du coût de l'investissement, s'ils choisissent de construire leurs prochaines usines géantes aux États-Unis plutôt qu'en Allemagne. La loi ira pas. C'est clair, change la donne, d'autant que l'on a plutôt tendance à réduire notre exposition à la Chine, témoigne un patron industriel du CAC 40. Et pourtant, dans le camp européen, les tensions sont vives. Des commissaires comme Thierry Breton, ou Paolo Gentiloni, en charge des affaires économiques et financières, s'élèvent contre les distorsions de concurrence que crée le dispositif américain. En novembre, le commissaire français menace même Washington de mesures de rétorsion. Mais les partisans d'une riposte ferme s'opposent aux atlantistes et aux industriels de taille mondiale, qui, comme le dit le directeur financier de Volkswagen, voient dans l'IRA la possibilité d'accroître rapidement notre présence aux États-Unis. À Davos, le lendemain, Ursula von der Leyen annonce la réponse de l'Union européenne au plan Biden et crée la surprise avec une loi pour une industrie à zéro émission. D'accord, les mecs, on est en train de perdre toute notre industrie. La priorité, c'est de ne pas faire de gaz carbone. Enfin bon, c'est bon. Visant à accélérer les investissements dans les technologies propres en miroir de ce qu'offre la loi américaine. Mais aussi un renforcement des aides d'État et un fonds européen de souveraineté pour corriger les effets pervers des aides d'État. Tous les pays n'ayant pas les moyens de l'Allemagne pour aider leurs entreprises. Celui-ci, semant la zizanie entre les États membres dès qu'il s'agit de remettre de l'argent sur la table, est repoussé à plus tard. Voulue et obtenue par Thierry Breton, la nouvelle loi verte était loin de faire l'unanimité chez les commissaires européens, notamment pour Margrethe Vestager, la grande prêtresse de la concurrence à Bruxelles qui tient les cordons des toutes puissantes aides d'État et qui, en conséquence de cette loi, a dû se tordre le bras pour en assouplir temporairement les procédures et surtout ouvrir largement les vannes. Au total, l'UE se dit prête à mettre 350 milliards sur la table en mobilisant notamment des fonds européens existants non encore utilisés. À l'heure actuelle, il manquerait 100 milliards. Joe Biden peut sourire. Dans cette bataille transatlantique qui dure depuis 9 mois, les Européens jusqu'au bout auront eu du mal à opposer un front uni. Les Échos. C'est bizarre parce que moi, je voyais ça, on en entend parler depuis 2 mois, 2-3 mois. Ouais. Ah, c'est peut-être parce que oui, ça n'a pas été trop mis en avant. Mais le plan de l'IRA, là, pour moi, j'en ai entendu parler, septembre, octobre. J'avais pas entendu avant. Je crois que c'était vraiment beaucoup plus tard. Bah, comme d'hab, hein, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire monter cette information parce que là, on voit que c'est une catastrophe. Comme d'hab. Ok, donc on va passer, avant de terminer sur la réforme des retraites, à quelques petits articles, il n'y en a pas trop. Donc des faits divers assez chelous quand même. Articles généraux, donc valeurs actuelles. Vidéo, alors une députée RN dénonce la présence d'un tableau pédopornographique au Palais de Tokyo. Au Palais de Tokyo, un tableau de l'artiste suisse Myriam Kahn suscite la polémique en représentant un acte sexuel entre ce qui semble être un adulte et un enfant. Une pétition a été créée pour demander le retrait de l'œuvre. Le député RN Caroline Parmentier la considère comme une incitation à un clin d'œil à tous les pédocriminels. Ok. Je dénonce ce tableau de Myriam Kahn qui présente aux yeux de tous une scène de pédocriminalité. Caroline Parmentier, députée du Rassemblement national, RN, s'est insurgée de la présence d'une œuvre de l'artiste suisse vendredi 17 mars. De l'artiste suisse, Myriam Kahn, exposée au Palais de Tokyo à Paris depuis le 17 février. Dans une vidéo publiée sur Twitter ce vendredi 17 mars, l'élu montre cette peinture intitulée Fuck Abstraction, qui attise déjà la polémique depuis des semaines, représentant un acte sexuel entre ce qui semble être un adulte et un enfant. Ce tableau représente un enfant à genoux, les mains ligotées dans le dos, forcé à une fellation par un adulte, a dénoncé Caroline Parmentier. Pour elle, il s'agit d'une incitation et un clin d'œil à tous les pédocriminels et les prédateurs sexuels. C'est horrible. On a vu, tout le monde l'a vu. Pas tous ceux qui suivent les médias, quoi. Au Palais de Tokyo, je dénonce ce tableau de Myriam Kahn qui présente aux yeux de tous une scène de pédocriminalité au nom de la protection. Je suis au Palais de Tokyo, devant ce tableau. C'est horrible. Incroyable. Qui représente un enfant Incroyable. à genoux, les mains ligotées dans le dos, forcé à une fellation par un adulte. C'est un truc de fou, quoi. Bon.
Une vague d'annulation et une pétition. Cela fait déjà quelques semaines que cette peinture crée la polémique. Une pétition demandant le retrait des toiles à caractère pédopornographique de Myriam Khan a réuni pour l'heure près de 8000 signatures. Le musée réagit. Le 7 mars dernier, le Palais de Tokyo a répondu à la vague de critiques. Dans une communiqué partagé sur les réseaux sociaux, le musée parisien a justifié que l'œuvre est issue du contexte de la guerre, vise à dénoncer ces actes barbares et ne représente en aucun cas des enfants. Le Palais de Tokyo a en effet relayé la réponse de l'artiste Myriam Khan. Ce ne sont pas des enfants. Ce tableau traite de la façon dont la sexualité est utilisée comme arme de guerre. Le contraste entre les deux corps figure la puissance corporelle de l'oppresseur et la fragilité de l'opprimé agenouillé et amaigri par la guerre. Le musée a pointé une lecture biaisée de la peinture, l'œuvre Fuck Abstraction fait réagir sur les réseaux sociaux où elle apparaît généralement recadrée, ce qui entraîne une lecture biaisée. Ok. Merci. Pardon. Mais pour Caroline Parmentier, rien ne justifie cette exposition, pas même la dénonciation des crimes de guerre, a-t-elle encore affirmé dans sa vidéo. La députée RN, également membre de la délégation aux droits des enfants, a ainsi réclamé au nom de la protection de l'enfance que le tableau doit être décroché. Soit décroché. Mais ça, on dirait pas du tout... non. C'est encore pire d'ailleurs, ils disent que c'est déformé, mais là ça a l'air encore pire. J'avais vu cette news, je voulais lire, je voulais savoir parce que j'avais vu ce tableau et donc là j'ai un peu plus d'informations. Donc c'est ça l'œuvre de l'artiste quoi. Enfin, ok, d'accord. C'est assez dingue quand même, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. N'hésitez pas à faire monter, à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette horreur. C'est assez incroyable quand même. Donc continuons. Alors, article suivant avant de passer au point sur la réforme des retraites qui va être assez long. Non, il y a encore un autre truc aussi que je veux lire. Alors, désormais, au 25 rang mondial en PIB par tête, la France s'appauvrit d'année en année sans être vraiment consentie. Sans en être vraiment consciente. Désormais, au 25e rang mondial en revenus par habitant, la France s'appauvrit d'année en année sans que nous en soyons vraiment conscients. Les raisons sont multiples, mais il sera bientôt trop tard pour faire marche en arrière, sans un sursaut politique et économique, prévient Étienne Vasmer. C'est très très long encore, hein, là. Mais c'est pas grave, c'est important. Alors, le PIB par habitant aux États-Unis augmente continuellement relativement à la France et l'Allemagne. Il est désormais 80% au-dessus de nous, selon le FMI. Putain. 80%. Quand la Suisse est à plus du double. Désormais au 25e rang mondial en revenus par habitant, la distance de revenus entre nous et les Suisses ou les Américains est similaire à celle qui nous sépare des Grecs et des Portugais, 50e et 40e pays dans ce classement. Nous pouvons aussi nous comparer à l'Allemagne. Nous sommes 20% plus pauvres en revenus par tête, un écart qui s'est creusé depuis 2007. Voir les graphiques ci-dessous. Donc là on voit États-Unis, Allemagne, Suisse. Ah ouais, c'est vraiment très très loin, putain, le PIB des Suisses là. Ouf. Ils ont 78 000. Et donc France, oui, d'accord, on est 20% en dessous. 49 50, ok. Bon, c'est pas 20%, c'est un peu moins, mais... Alors, d'où vient que nous ne soyons pas conscients de cela? Parce que habituellement, ces chiffres sont corrigés du coût de la vie, la PPP, pour Purchasing Power Parity. Mais si on veut mesurer les rapports de force internationaux, ce sont les chiffres de PIB avant correction qui importent, ce qui détermine le nombre de tonnes de lithium ou de semi-conducteurs qu'un pays peut s'offrir. Si le prix local d'une coupe de cheveux ou d'une consommation dans un bar est plus basse dans les pays pauvres et atténue l'écart, tant mieux, mais c'est bien qu'ils sont pauvres. On n'échappe pas à cette logique. Et c'est vraiment l'histoire d'acheter à l'extérieur, quoi. En 2010, le PIB par habitant aux États-Unis était de 50 000 $, d'un peu plus de 40 000 en France et en Allemagne au cours des dollars-euros de l'époque, source FMI. Alors, le choc du Covid. On pourrait cependant arguer que le revenu moyen américain est tiré vers le haut par ces inégalités et que l'écart pour le ménage français moyen n'est pas si important. Cela est vrai, mais cela veut aussi dire, mécaniquement, que notre pays est moins attirant internationalement pour les plus qualifiés.
Pour les diplômés français, à l'écart de niveau de vie entre pays se rajoute donc la compression des revenus relativement à d'autres pays. Ces divergences se révèlent en fait à la sortie des crises économiques. En 2007, nous avions confortablement blâmé la politique budgétaire jugée insuffisante par rapport à la réponse américaine. Cette fois-ci, c'est le choc du Covid qui alimente ce déclassement, alors que nous avions largement ouvert les vannes budgétaires. Sont en cause, à un titre ou à un autre, le système éducatif, la formation professionnelle, la motivation des salariés, une politique énergétique erratique, la politique du quoi qu'il en coûte, une innovation défaillante, etc. Chacun trouvera de toute façon une explication confortant ses a priori. Nous appauvrir en toute bonne conscience. Il y a cependant un dénominateur commun. Les débats nécessaires sur les améliorations dans ces différents domaines démarrent immanquablement par leur effet redistributif et souvent s'y arrêtent. Peut-être devrions-nous aussi demander quelle est l'incidence sur le revenu national et pour paraphraser JF Kennedy, ne demandons pas seulement à ce que notre pays peut faire pour nous, en redistribuant, mais aussi ce que nous pouvons faire pour lui, en contribuant. En 1990, le PIB par habitant aux États-Unis, en parité de pouvoir d'achat, était de 1,21, soit fois le PIB par habitant en France, et 116 en Allemagne. 1,16, je pense, plutôt pas 116. En 2023, l'écart est de plus de 1,35 fois avec la France et 1,17 fois avec l'Allemagne sur sa famille. Donc en gros, les États-Unis et l'Allemagne n'ont pas eu de... Il n'y a pas eu d'écart qui s'est créé très fort entre le PIB par habitant, le revenu par habitant, alors qu'avec la France, l'écart s'est vraiment énormément creusé. C'est étonnant, c'est à partir de la crise de 2008, 2007, mais aussi pas très longtemps après l'arrivée de l'euro, des 35 heures et de tout le bordel. Enfin bon, article très intéressant. Non, c'est vrai, c'était très intéressant. J'ai pas tout compris, mais... non, j'ai compris quand même, j'ai compris. Ok, donc on va terminer avant de faire la revue, le point sur les retraites. Alors, il y a eu une petite news qui est sortie pour mettre un peu dans la sauce Madame Hidalgo. Anne Hidalgo finit par céder et communique une copie de ses notes de frais pour 2017. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est valeur actuelle. Pourquoi communiquerait-elle ses notes de frais? Parce qu'elle s'est inspirée de Fillon, en fait. Anne Hidalgo finit par céder et communique une copie de ses notes de frais pour 2017. Depuis 5 ans, un journaliste réclamait en vain l'accès aux notes de frais de la mairie de Paris pour l'année 2017. Le Conseil d'État a fini par lui donner gain de cause. Anne Hidalgo a dû céder. Vendredi 17 mars, le Conseil d'État a donné raison à un journaliste néerlandais qui réclamait depuis... Un journaliste néerlandais Un journaliste néerlandais. Donc alors, un journaliste étranger a fait le job des journalistes français. C'est étonnant. Depuis 5 ans, en vain, l'accès aux notes de frais pour l'année 2017 de la maire de Paris, rapporte le Parisien. Ce journaliste a donc pu repartir avec 6 dossiers contenant la note de frais de représentation, déplacement et restauration de l'édile socialiste. D'après le JDD qui a pu accéder à ces notes, l'enveloppe annuelle allouée aux frais de la maire de Paris s'élevait à un montant de 19 720 € précisément. Les notes de frais, pas son salaire, attention. Cette publication par le JDD des notes de frais de la mairie de Paris, de la maire de Paris, n'a pas manqué de faire réagir le journaliste à l'origine de l'affaire, Stéphane de Vries, qui a estimé que l'hebdomadaire lui avait grillé la politesse. Oh les petits vilains! Quelle belle preuve de solidarité collégiale, le JDD publie en exclusivité les notes de frais d'Anne Hidalgo. J'aurais dû prévoir le coup de signe d'un épisode de House of Cards. Bon, on s'en fout. Pas de... Bon, en même temps, ils font croire qu'ils font le job. Désolé, monsieur le cher néerlandais, il faut bien que nos journalistes, journalopes, fils de fistules, qui font pas leur job depuis des années, qui montrent pas que les politiques ont détruit l'industrie française, l'économie française et l'agriculture française, qui se réveillent un tout petit peu maintenant. Ils vont pas, vu qu'ils nous ont niqué, nous les Français, ils vont pas ils vont pas te laisser faire, toi. Montrer qu'ils font pas leur travail. Alors, pas de dépenses astronomiques selon l'entourage d'Anne Hidalgo. D'après l'entourage d'Anne Hidalgo, les dépenses engagées sont loin d'être faramineuses. Le JDD relève pour l'année 2017 17 voyages à l'étranger, certains ayant peu coûté comme un aller-retour Paris-Barcelone de 160 €. D'autres se révélant plus onéreux, comme un voyage d'une semaine à Tokyo pour elle et son équipe afin de rencontrer les membres du comité olympique, 8 951 €. Bon, ça, bon, ok. Ou encore en déplacement à Lima, au Pérou, pour l'annonce de la ville lauréate pour 2024 pour un montant de près de 11 000 €. Bon, ok.
Anne Hidalgo s'est également acheté des robes de grands couturiers. Les notes indiquent l'achat notamment de 3 robes Dior, 1188 euros, 1840 euros et 1440 euros. C'est surtout ça qui va faire aura la polémique. Ou encore d'une robe Courrèges noire, 720 euros. La maire de Paris incarne la France à l'étranger, a défendu son cabinet. Elle se doit de représenter la culture française et la haute couture à l'instar de la première dame ou des ministres. Il ne s'agit pas là de robes à 10 000 euros. En plus, elle les réutilise, a-t-il soutenu auprès du GDD. De même, les notes de frais de bouche n'apparaissent pas extravagantes. D'après le GDD, une réception à l'hôtel de ville se chiffre toutefois à 3 000 euros pour une centaine de convives. Ok, bon. Bon, effectivement, c'est pas foufou quand même, hein. C'est pas, enfin, il n'y a pas grand-chose quoi en fait, hein. C'est vrai que on peut pas dire que bon, ouais, je sais pas. Je trouve pas ça complètement dingue là. Je sais pas si c'est vraiment une information. J'ai lu ça, j'ai perdu mon temps. J'ai plus l'impression quoi. Bon après, c'est vrai que Fillon il est tombé pour la même chose quoi, donc voilà quoi. Ah. Il est tombé pour la même chose. Les costards, on lui avait donné en plus. Bon, c'est vrai que oui, il y avait une notion un peu plus de corruption, mais bon, c'était juste qu'on voulait pas que la droite soit au pouvoir. Ok. Alors, juste une petite pause de secondes, faire chauffer mon café, et j'arrive, et on va faire le point sur la réforme des retraites. Alors, on est parti sur la réforme des retraites. On va faire un petit point, donc il y a pas mal de choses, notamment ce qui s'est passé hier dans la soirée qui a l'air assez incroyable. J'ai pas tout regardé, mais j'ai vu pas mal de partages de Alexis Poulain, donc on va regarder ce qu'il a partagé. Et puis voilà, voir ce que les députés ont répondu pour l'instant, parce qu'il y a l'air d'avoir un certain nombre de députés qui ont commencé à dire que LR, hein, qu'ils allaient voter la motion de censure, parce qu'il y a la motion de censure qui sera votée demain. Tout va dépendre de ça pour moi. Si demain la motion de censure n'est pas votée, eh ben, pour moi, ça va être l'anarchie totale, hein. Apparemment, il y a Macron aussi qui devrait parler. Enfin bon, tout un ensemble de choses. Eric Ciotti qui s'est fait agresser, enfin, sa permanence qui s'est fait massacrer. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de choses, donc on va faire le point là-dessus. Alors déjà, tout ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui s'est passé? Alors... Donc, Alexis Poulain a partagé toute la soirée des trucs. Alors, je vais essayer de remonter un peu plus tôt parce que sinon... Voilà, donc il y a ça déjà. C'est vrai que là, il y a 17h, donc c'est vraiment hier soir dans la nuit. Donc ils ont vraiment essayé de montrer que la police était extrêmement violente, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sont sorties pour montrer ça. C'est vrai que c'est un peu quand même assez hardcore. Alors bon, moi je suis entre deux, hein, parce que il y a vraiment cette histoire de manifester
J'ai un peu du mal avec les manifestations, donc ça pousse aussi, mais il y a beaucoup de manifestations sauvages là. Donc ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens ils attendent pas de savoir si la motion de censure passe, parce que si la motion de censure passe, eh ben, le gouvernement tombe, et là voilà. Alors après ça fait une pression aussi qui est de ces manifestations, mais bon. En tout cas, les policiers répondent à mort et de façon très très violente, hein. C'est assez impressionnant. Alors est-ce que je vais m'en sortir avec tout ça là? Alors, conflit place d'Italie. Partagé par Blast. Un média pas du tout gauchiste. Pas du tout gauchiste et pas du tout subventionné. C'est ironique. Ok, donc on voit place d'Italie. En plus, je connais tous ces endroits parce que j'ai vécu à Paris. Vraiment bien. Ah, la petite place d'Italie. Donc alors là, les flics font une sorte de nasse où ils entourent les manifestants. Ouais. Ok. Et donc là, bon, c'est ce qui a le plus choqué, c'est à Paris, la police rafle et aligne des dizaines de manifestants contre un mur. On atteint ce soir un niveau d'indignité très au-delà de l'insupportable. Aucune démocratie ne fait ça. Donc là, c'est vrai qu'on voit des manifestants se faire mettre à genoux, assis. Bon, ils les tabassent pas, hein. C'est vrai que par contre, ils les retiennent, hein. Ok, bon. Alors, différents... voilà, donc là, est-ce que la police est vraiment si violente que ça? C'est la panique, ok, c'est les manifestations sauvages, quoi. Ouais. Ah, c'est marrant parce que les flics avec les casques comme ça me fait penser à Equilibrium. Ce régime a duré 6 ans, c'est trop. Je viens d'être visé par un coup de matraque de la Brave. En rangeant le matériel cassé suite à un coup, un CRS m'intimide au sol en mimant un coup de pied. Ouais, ok, donc ça c'est la news qu'on a vue. Alors à Paris, la police a chargé le SO du NPA. Ce qui se passe ce soir n'a rien à voir avec du maintien de l'ordre. Ils ont même envoyé des baqueux de banlieue tabasser les manifestants. C'est de la violence pure. Ok. Là, c'est la dame qui a traité de... Ouais, ok. Alors là, ça c'est la vidéo, je crois que voilà, il a partagé Alexis Poulain. Donc j'ai un peu du mal à comprendre où il est Alexis Poulain parce qu'il a fait. Bon, d'accord. On veut tous que Macron tombe, hein, je suis d'accord. Mais bon, alors que cette vidéo est ultra choquante apparemment. Je suis de la presse, monsieur, je suis de la presse. Je suis de la presse, monsieur, je fais rien de mal. Ok. Donc ça c'était ultra choquant. Il repousse des gens. Ok, je suis désolé, mais je ne comprends pas très bien. En fait, il y a vraiment l'image de tous les gens qui sont nassés et mis enfin, assis et empêcher les journalistes de filmer. Bon, les journalistes filment quand même. Je suis désolé, j'ai un peu du mal à comprendre là.
c'était des manifestations sauvages. Alors après, bien sûr, quand il y aura des énormes manifestations à partir de demain soir, parce que si la motion de censure passe pas, ça va être le méga bordel. Et j'espère que ce sera le méga bordel, parce que là, encore un nouveau sondage, hein, je le dis, parce que c'est pas que je suis contre les manifestations, et j'aimerais tellement que le gouvernement tombe, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Mais donc 74% des Français souhaitent que le gouvernement soit renversé. Voilà. Voilà où on en est. Donc les députés vont peut-être pas voter la motion de censure. Parce que les députés, c'est les représentants du peuple. Mais voilà. Donc si la motion de censure ne passe pas, c'est obligé que ça parte complètement en couille. C'est obligé. Et même moi, je pense que ce serait souhaitable. Je savais pas très bien, mais là, pour ce qui se passe depuis 2 jours, il y a des manifestations sauvages, avec beaucoup de choses qui brûlent partout et tout. Donc, je sais pas, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font les flics? Ils font rien? Ils vous laissent tout brûler? Je sais pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Alors, déferlement de violence gratuite auquel se livre la police parisienne monte encore en intensité. On est très loin au-delà de ce qu'une démocratie peut tolérer. La consigne, c'est de briser les gens. Donc ça, c'est Marcel, là. Toujours. Ok. Donc, toujours pareil, tu sais pas ce qui s'est passé avant. Donc là, effectivement, ouais, il tape bien les gens quand même, hein. Ça fait vraiment penser aux mecs de Equilibrium, hein. Bon, après, ils ont pas des fusils, hein. Ok. Bon, d'accord. Et franchement, non mais je sais pas, ou alors je suis à collabo aussi. Voilà, il dit Alexis Poulain, ces images doivent faire le tour du monde. Donc c'est la vidéo choc là de, bon, il y a des chiens, d'accord, il y a une personne qui est en train de se faire arrêter. Le régime de Macron, il montre son vrai visage, la violence sans limite. Les vrais républicains savent que ce n'est pas ça la République, ni la France, le pays de la Déclaration des droits humains. Ok. Bon. Sans sursaut européen, c'est fini pour la France. Il nous faut. Alors, Mais qu'est-ce qu'il dit? celles qui ont eu lieu sur la place. Nelson, votre enquête ce soir, elle concerne la réponse policière et judiciaire précisément à ces manifestations, mais celles qui ont eu lieu sur la place de la Concorde. Oui, alors ce soir, on en est à 81 interpellations, vous l'avez rappelé, on verra comment ce chiffre évolue. Mais jeudi soir, place de la Concorde, première manifestation post-49-3, il y en a eu 292. Alors, vous allez me dire, jusque-là, rien d'anormal, vu le niveau de violence et de tension ce soir-là. Mais j'ai quand même voulu savoir ce qui se cachait derrière ce chiffre. Et en fait, le problème derrière ce chiffre de 292 gardes à vue, c'est qu'il y a, pour 283 d'entre elles, ces personnes sont ressorties totalement libres le lendemain, sans aucune charge retenue contre elles. J'en ai Voilà. retrouvé 3 aujourd'hui, des manifestants comme cela. Ils ont tous fait plus de 15 heures de garde à vue. Et en gros, la chose que ça veut dire, là, parce qu'il dit qu'en gros, ils sont tous sortis tranquilles, c'est que c'était une question d'arrêter la manifestation sauvage. Enfin, moi, je vois que ça. Et effectivement, alors, il faudrait qu'on m'explique, en fait, vraiment, c'est quoi? Il fallait laisser complètement les manifestants brûler des trucs partout et les laisser manifester, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Alors après, les laisser manifester, s'ils le font calmement, ça, vraiment, c'est vrai que je verrais pas trop de problème à ça. Mais bon, c'est pas trop ça qu'on a vu sur les images, alors je sais pas trop. Pour faire du chiffre. 2 commissariats, je suis allée dans 2 endroits différents, on m'a déplacée et à chaque fois c'était pour les forces de l'ordre, c'était oui, vous êtes le chiffre, on est le chiffre. Mais après quand on nous a libérés, c'était classement. Vous avez dit vous êtes le chiffre. Ils nous ont pas dit ça comme ça, mais ils nous ont fait vraiment entendre que c'était pour faire du chiffre, que ça les embêtait parce que on crée un embouteillage en quelque sorte dans les commissariats. Quand je suis arrivé, on m'a dit que dans la procédure, il n'y avait absolument rien qui tenait et qu'on allait directement sortir le lendemain, que ça allait être classé sans suite. C'est les policiers qui vous l'ont dit. C'est les policiers, c'est les officiers policiers les officiers de police judiciaire qui nous l'ont. Ça résume bien là. Bon, alors ils ont quand même participé à une manifestation interdite, donc ils savaient qu'ils prenaient le risque de se faire arrêter. Eh bien, je veux dire, juridiquement non, puisque participer à une manifestation Voilà, interdite, ce n'est pas un délit. Ah, Donc vous ne pouvez pas être interpellé pour ce genre de motif. ah c'est intéressant. Très intéressant, voilà. C'est bien ce que je présumais. Je voulais savoir en fait ça. Donc effectivement, si les manifestants étaient calmes, en théorie, pour moi, oui. Et c'était une pression nécessaire, hein, parce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Les manifestations violentes, c'est ça que je comprends pas, en fait, puisqu'il faut attendre la motion de censure, parce que c'est vraiment là, pour moi, c'est vraiment le point de non-retour.
si la motion de censure n'est pas votée, quoi. Mais sinon, effectivement, des manifestations pour maintenir la pression, pour moi, ça me paraissait cohérent. Mais s'il y a de la violence, c'est ça le problème, quoi. Vous pouvez avoir une contravention, mais pas Ok. de garde à vue. Ce soir-là, Marine, que vous avez entendu, était en cellule avec d'autres, et les motifs d'interpellation étaient différents alors qu'ils ont été arrêtés au même moment. On a tous et D'accord. toutes eu des motifs, moi avec les personnes avec lesquelles j'étais en garde à vue, des motifs différents. Pourtant, on était au même endroit. On ne sait pas comment est-ce que ça a été mené, comment est-ce que ces motifs ont été en quelque sorte distribués. Il y avait quoi? Il y avait outrage à agent Moi, les personnes avec qui j'étais, donc ça allait de refus d'obtempérer après sommation à participation à une manifestation illégale, à vous êtes organisatrice ou organisateur de cette manifestation non déclarée. Comment est-ce qu'ils ont pu savoir qui faisait quoi et pourquoi pour moi, c'était vraiment très aléatoire, très arbitraire. Parmi ceux qui ont été interpellés, il y a beaucoup de jeunes activistes comme les 3 que vous venez de voir, des étudiants aussi encore plus jeunes, ce qui a provoqué des rassemblements devant le commissariat du 1er arrondissement de Paris pour soutenir les gardés à vue. Ça, c'était tout à l'heure. Des gilets jaunes également ont été arrêtés ce soir-là. Parmi eux, Jérôme Rodriguez, que vous connaissez évidemment, l'ex-leader des gilets jaunes, lui aussi a été relâché sans aucune poursuite hier. Cet après-midi, les activistes étaient accompagnés de leur avocate que j'ai rencontrée. Et pour elle, les policiers se sont trompés de cible. On voit qu'il y a une utilisation, à mon sens, par le gouvernement et les forces de l'ordre d'interpellations massives, juste pour but, à mon sens, de limiter quand même un outil démocratique qui est la manifestation. Pourtant, il y avait des violences, on a vu des dégradations, etc. Non, moi je suis désolée, si je viens manifester pacifiquement pour m'opposer à une réforme, je vois pas en quoi mes agissements doivent être assimilés à ceux d'autres personnes. Pour le savoir, puisqu'il y a certains manifestants que je suis avec attention, ils ont au cœur de leur pratique une pratique non violente. En attendant, la plupart des casseurs et des fauteurs de troubles, eux, courent toujours. Ok, donc c'est quand même très violent, ouais. J'avoue. Il y a beaucoup de vidéos ouais, assez incroyables quand même là. Alors on va continuer parce qu'il en a partagé d'autres. Alexis Poulain, donc continuons. Défendre les droits de l'homme à l'étranger. Donc là on commence. Défendre les droits de l'homme dans le monde. Réception des lauréats de la 2e promotion de l'initiative Marraine. Le 17 mars, les membres bon, ça ok. Donc ça c'est bien la vidéo où on voit les gens à genoux. C'est violent, hein. Ça part en couille. C'est le bordel, quoi. La Brave procède à des charges aux abords de la place d'Italie pour disperser les manifestations sauvages. Donc là aussi, encerclement de la place d'Italie, donc c'était tout hier soir, ça. Un cortège spontané d'une centaine de personnes dans le 11e arrondissement de Paris en cours contre le 49.3. Alors cette petite dame, ça a fait vraiment le tour de... Voilà. Enculé! Enculé! On va choper de cette violence! Y'en a marre! Regarde un vrai bourrin! C'est un vrai bourrin! Regarde à la matraque qui te mange! C'est une femme, t'as des enfants! C'est un bourrin! Et il rentre, il a pareil! T'es un enculé! Ouais, bon, d'accord, ok, oui, c'est sûr qu'il doit être violent. Alors, après je vais passer à la suite. Ouais, il y a vraiment des interpellations assez violentes. Ouais. Une permanence attaquée à coups d'autocollants. Les médias oligarchiques en roue libre. La permanence du député Renaissance a été attaquée à coups d'autocollants. J'avoue que c'est complètement débile de marquer un truc pareil. Contre la réforme des monétaires, vous êtes sérieux le Parisien? Des stickers collés sur la permanence député Renaissance. Durant la nuit de jeudi à vendredi, la permanence du député Renaissance de la 5e circonscription du Val-de-Marne a été attaquée à coups d'autocollants contre la réforme des retraites. Ah, ça c'est bon ça. Ah, ça c'est bon ça. Et, putain, ils sont cons, putain. Ah là là, mon dieu. Ouais, il y en a pas mal. Ouh, la répression de la manifestation à Paris, des dizaines de manifestants sont interpellés, assis main sur la tête. Les journalistes sont tenus à l'écart. Voilà, donc c'est ça là. C'est assez fou là.
Là, on voit bien qu'ils sont mis à genoux, enfin assis. Journaliste. Je suis journaliste, j'ai une carte de presse. J'ai une carte de presse. Dépêche-toi. Une carte de presse. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est clair qu'il faut pas dire que ça va pas là. Enfin, que ça va quoi. Parce que là, c'est vrai que c'est particulier quand même. Ouais, la situation est un peu. Ça dégénère. Hein. Presse. Ouf. Tiens, la presse, vous connaissez là? N'importe quoi ça, ouais. Ils interpellent des médics. Et c'est les médics en général, c'est ceux qui permettent à ceux d'avoir les yeux. Ceux qui ont les yeux massacrés par le gaz lacrymogène de retourner après au combat. Ok. Donc. On voit que c'est l'anarchie. Et donc, comment répondent les hauts placés, on va dire. Voilà. Donc, ça a été aussi l'apogée enfin, du foutage de gueule. Et donc, de ce que pensent en fait les macronistes. Et voilà. Et regardez ce mépris de classe assez incroyable. Je pense que là, on a atteint. On assiste. Je crois pas que, si vous voulez, la révolte à laquelle on assiste là à Paris depuis 3 nuits. Que ce soit une révolte contre le 49.3, un truc de je fou. suis sûr que l'on ferait une interrogation écrite. C'est mon côté professeur. Des Bande de fils de pute. On aurait un niveau extrêmement faible de maîtrise de l'article 49 alinéa. Regarde ça, putain, mais. Franchement, si vous vous voulez, sous-estimez qu'est-ce qu'il pas est bien- Même la journaliste de BFM, elle est mal à l'aise et elle voit que. Bon, les gars, là, vous savez qu'on va passer pour des fils de pute, là, mais bon, non. Non, mais sérieusement, je suis désolée. Est-ce que c'est pas leur manquer de respect à ceux qui manifestent dans la rue de Non, dire ça? non, Parce que c'est juste non, là. mais il n'y a pas que ça. il y a ça aussi. Il y a des poubelles brûlées à Paris, mais globalement, les races- Je crois pas que, si vous voulez, la révolte à laquelle on assiste là à Paris. Ah là là. depuis Pardon. que ce- Et c'est pas très bon pour la planète. Quel enculé. Bon, on voit bien. Bon, ça, pour moi, c'est vraiment. Voilà, c'est l'état de la France, là. Et on est sur la réforme des retraites. Putain, vous imaginez quand ça va partir sur des vrais sujets. Oh, putain, le bordel que ça va être. Alors, Bastien Tell, c'est qui lui? Ok. Ce que nous disons depuis 2 ans se révèle aux yeux de tous. Le macronisme est un régime fasciste et violent, totalement sorti du camp républicain. Honte éternelle à ceux qui ont permis et soutenu une telle dérive. Bah, tous ceux qui l'ont élu, quoi. Putain, c'est chaud. Hein. Après, tu sais pas ce qu'ils ont fait avant, c'est filmé au dernier moment, mais effectivement, si c'est. C'est chaud, hein. Franchement, ils attrapent les gens comme ça, là. Ouais, c'est très très chaud. Très 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 chaud. Et donc voilà, donc la France, 75%. Alors attendez, j'ai un autre truc à voir là. Ça on l'a vu. C'est ça que je voulais voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Tac. Donc on a les 74% des Français qui sont contre. Donc ça, bon bah voilà. Hein. Alors, qu'est-ce que nous a dit notre cher Bruno Le Maire? Et un gouvernement qui monte au front ce matin, notamment Bruno Le Maire. Évidemment, il faut qu'on s'approche de cette échéance de demain. Voilà ce que dit Bruno Le Maire de cette motion de censure. C'est un attelage clownesque. Si on résume, ce sont ces mots. Hein. Arrêtons avec le bal des hypocrites. Lyotte qui tend la main à la NUPES et au RN pour faire tomber le gouvernement. Quelle hypocrisie. Mathilde Panot, Marine Le Pen et Charles de Courson, alliés pour faire tomber le gouvernement et constituer une majorité alternative. Attelage clownesque. Putain, mais Bruno Le Maire, quoi. Bruno Le Maire, putain. Quelle putain de saloperie, quoi. Il a appelé les LR à se reprendre. On va voir, on va lire ça. Ok, donc alors on continue. Et on va lire un peu des articles pour faire le point sur cette France retraitée mécanique. Orange mécanique. F de souche, des députés de la majorité LR, de la majorité ou LR, pardon, sont la cible de menaces ou ont leur permanence dégradée. Donc là on voit ça, c'est Éric Ciotti. Ah oui, il a Éric Ciotti sur... D'accord. Carrément. Tranquille.
Bon, elle a été bien dégradée, quoi. Plusieurs députés de la majorité ou LR ont vu leur permanence vandalisée ou ont reçu des menaces. C'est escorté par des policiers que le député Renaissance des Yvelines Carl Olive s'est rendu ce dimanche matin au studio de RMC. L'élu aurait reçu des menaces. Manifester, c'est un droit, détruire, c'est un délit. Et je souhaite qu'on ait la main ferme, réclame-t-il concernant les attaques contre les parlementaires. On peut s'opposer, on peut contester, mais insulter, intimider, menacer est inadmissible. En même temps, avec toutes les vidéos qu'on vient de voir, intimider, menacer, c'est insulter, bon, c'est un peu tout ce qu'on vient de voir sur les gens des manifestants. Hein. Alors bon, merci aux forces de sécurité pour l'efficacité, plein soutien aux collègues députés dont la permanence ont été vandalisées. Clinker Brigitte, Eric Ciotti. Ouais, bon, après, il va dire la même chose, donc est-ce qu'on est obligé de l'écouter? La procureure de la République de Colmar, Catherine Sorita Minard, confirme l'ouverture d'une enquête pour intimidation envers un élu. Alors attention, hein, les gens, hein, à faire ça, parce que ça va être sacrément réprimé. Hein. Bon, alors après, est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices un peu là pour pas se laisser enculer par le gouvernement? Après des dégradations sur la permanence à Colmar de la députée du Haut-Rhin Brigitte Klinker, ancienne ministre déléguée à l'insertion. Des inscriptions comme « Vous votez contre nous, on s'en souviendra » y ont été opposées. Ouais, ça va, ça va. Ça va, ça va. Vers 5h du matin, ce dimanche, les forces de l'ordre ont constaté que la permanence du député Renaissance Guillaume Gouffier a été la cible d'opposants à la réforme des retraites. Les lettres LRE, à côté d'un pendu, ont été taguées à la bombe rouge sur la devanture, ainsi que 49.3. Apprend-on de sources policières. Déni de démocratie et le peuple est souverain ont également été tracés au feutre noir. Bon, le côté du pendu, là, c'est vrai que c'est peut-être un peu chaud. Mais par contre, tout le reste, je vois pas quel est le problème. Ma permanence a été caillassée, dénonce le patron des Républicains, Éric Ciotti. Éric Ciotti. Selon lui, il s'agit d'intimidation venant de Nervis qui voudrait influencer son vote à l'Assemblée nationale lundi, jour où les motions de censure seront examinées. Jamais je ne céderai aux nouveaux disciples de la terreur, écrit-il. Éric Ciotti, le pire traite que j'ai... Franchement, donc, toujours, Éric Ciotti, hop, politique ultime... donc c'est la définition parfaite de Coluche. Le politique, c'est comme un timbre, de face ça sourit, et si vous passez la main dans le dos, eh ben ça colle. Éric Ciotti, pour moi, c'est vraiment ça, voilà, c'est avec sa tête là. Et il est là avec ça. Ah, il ment tout le temps, dès qu'il parle, il ment en fait. Il n'y a pas un seul once de vérité dans ce personnage. Cette nuit, ma permanence a été cassée. Les nervis qui ont fait cela veulent par la violence faire pression sur mon vote lundi. Jamais je ne céderai au niveau disciple de la terreur. C'est le Parisien qui partageait ça. Bon, effectivement, les gens... Bon, en tout cas, c'est bien... Il faut pas être violent. Par contre, voilà, quelques tags. Bon, c'est vrai que... Bon, voilà, hein, de toute façon, toutes les racailles le font et elles se font jamais arrêter. Donc, il va pas voler le problème. Et sinon, bon, bah, faisons ça. Mais ne soyez pas violents, quoi. Alors après, article sur valeur actuelle, donc effectivement il y avait eu ce truc de nombre de personnes, réforme des retraites, 76 personnes interpellées lors de la manifestation parisienne. Samedi 18 mars, des heurts ont éclaté lors de manifestations parisiennes contre la réforme des retraites. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les perturbateurs qui tentent de créer des barricades et incendient les poubelles. Au moins 76 personnes ont été interpellées. Pour le troisième jour consécutif, plusieurs milliers de personnes parisiens se sont regroupés samedi 18 mars dans les rues de la capitale contre la réforme des retraites et l'utilisation du 49.3. De nombreux incidents sont à dénombrer avec de nombreuses interpellations à la clé, indique BFM TV le même jour. Plusieurs milliers de personnes se sont élancées aux alentours de 18h place d'Italie à Paris, dans le 13e, à l'appel de l'Union régionale Île-de-France CGT. De nombreux incidents sont survenus. Les forces de l'ordre ont dû charger à plusieurs reprises contre des manifestants faisant usage de gaz lacrymogène. Voilà, les incidents, en fait, on ne sait pas trop, quoi. Est-ce qu'ils étaient juste rassemblés, ils ont foutu le bordel? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce que s'ils ont chargé, en fait, là, on n'a aucune info, hein, à l'heure actuelle. Au niveau du boulevard Masséna, des manifestants ont incendié des poubelles devant le centre commercial de la Galerie. Donc en fait, la place d'Italie, c'est vraiment un grand centre commercial sur un côté, mais vraiment très grand. Et il y a le gros rond-point juste en face de cette place. En fait, c'est un gros, énorme rond-point. Donc il y a beaucoup de place pour pouvoir faire des grosses manifestations. Hein. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les perturbateurs qui tentent de créer des barricades et incendier les poubelles. Donc effectivement, c'est toujours le problème, c'est ça en fait. C'est à quel moment ils peuvent intervenir. Hein. Pourquoi faire des barricades en fait? Si vous venez manifester, puisqu'apparemment on n'a pas le droit de vous interpeller, voilà, je comprends pas en fait. Pourquoi faire des barricades?
a commenté une source policière auprès du Figaro. Selon un dernier décompte effectué par BFM TV, oula, pardon. Au moins 76 personnes ont été interpellées en marge de la manifestation dans le 13e arrondissement de Paris. Pour rappel, les rassemblements avaient été interdits place de la Concorde et sur les Champs-Élysées. La police a confirmé samedi soir à BFM TV que la CGT avait appelé à la dispersion de la manifestation à Paris, notamment en raison de la présence de nombreux casseurs. Voilà, donc on voit, ça rejoint ce qu'on a entendu tout à l'heure, hein, sur le fait que il y a eu beaucoup de gens qui ont été interpellés et puis apparemment relâchés juste après parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment de fait de pouvoir les arrêter, quoi, enfin de raison d'interpellation en fait. C'est assez étrange quand même. Ok, donc alors article suivant là, toujours dans la même logique pour faire le point sur les retraites, il y a eu ça qui est sorti, donc aussi en plein milieu de cette émission, je vous dis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter là tout ce que je lis, à aimer quoi, et à vous abonner à la chaîne, hein, pour pouvoir me soutenir, et n'hésitez pas à commenter parce que j'aimerais bien avoir votre avis sur tout ça. Moi je m'interroge sur la manifestation particulièrement, j'attends demain de savoir comment ça va se passer, et j'espère à 100% que la motion de censure sera votée. Alors, donc, réforme des retraites, le 49.3 passe mal auprès d'une partie de la majorité présidentielle. Donc ça, c'est intéressant. Au lendemain du coup de tonnerre ressenti au Palais Bourbon, sourd au sein du camp présidentiel une profonde amertume. Qu'il soit membre du MoDem, d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe et même de Renaissance, celui du chef de l'État, les élus ne digèrent pas le coup de force. Les députés ont un goût amer en travers de la gorge, atteste Laurent Marcangeli, le chef des députés Horizon. Pour des parlementaires qui ont bataillé pendant des semaines sur ce texte, évidemment, c'est une frustration, pointe Aurore Berger, son homologue chez Renaissance, qui souligne que quasiment 100% des députés du parti présidentiel étaient prêts à aller au vote, quitte à le perdre. Se faisant porte-voix de ces élus, la députée des Yvelines a défendu jusqu'à la dernière minute devant Emmanuel Macron l'idée d'un scrutin, persuadée qu'à la fin des fins, les élus du parti républicain qui manquaient pour atteindre la majorité se seraient ralliés, soucieux de rester cohérents avec l'ADN de la droite. Qualifié de Playmobil lors du premier quinquennat, où Emmanuel Macron disposait d'une majorité absolue à l'Assemblée, les députés acceptent mal d'avoir été, cette fois-ci, sortis du jeu sur prérogative présidentielle, et rappellent que les élections législatives de juin 2022, en offrant qu'une majorité relative au camp présidentiel, ont remis le Parlement au centre du jeu. À partir du moment où le Parlement a changé, la méthode doit changer, souligne Aurore Berger. La rancœur est d'autant plus forte que la plupart font leur retour ce week-end après d'intenses semaines parisiennes. Dans leur circonscription, la peur au ventre. Donc là, c'est vraiment bien. On voit qu'on peut vraiment s'occuper des députés pour les pousser à faire leur rôle de député. Donc en fait, ouais. Et je sais pas si on va lire l'histoire que Macron leur a dit, mais de toute façon, moi je fais la dissolution et si moi je garderai mon poste, vous allez partir quoi. C'est ça, j'aimerais bien. Je sais pas s'ils l'ont mis parce que c'est quand même un truc de malade. Il leur a dit ça, je crois que c'est en début de semaine dernière. C'est Macron qui a dit ça aux députés, quoi. C'est un truc de fou quoi. Le Monde, c'était ce qu'on a lu. Les députés du camp présidentiel sont très remontés après l'usage du 49.3 ce jeudi après-midi pour faire adopter sans vote la réforme des retraites. La pilule est amère alors que le gouvernement n'a eu de cesse d'officiellement afficher son optimisme, de quoi abîmer profondément Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. De la colère dans le camp des oppositions, bien sûr, après la cartouche du 49.3 sur la réforme des retraites, mais pas seulement. La majorité présidentielle elle-même regrette l'utilisation de cette option institutionnelle par la Première ministre dans une ambiance chaotique. Bien que le 49.3 soit un outil constitutionnel, nous aurions dû aller au vote pour respecter l'expression parlementaire et obliger à la responsabilité de chacun, a ainsi jugé le député MoDem Erwan Balanan sur son compte Twitter. Espérons que vous allez voter la motion de censure, ça serait étonnant quand même. Avoir plaidé jusqu'au bout en faveur d'un vote, les députés sont sonnés, assure encore un élu de la majorité auprès de BFM TV. Le sentiment est manifestement partagé. Il y a beaucoup de colère et de frustration, s'agace l'une de ses collègues. Comme l'ensemble de mes collègues, on souhaitait aller au vote. On ne mouille pas le maillot pour rien depuis des mois, a encore regretté la députée Renaissance, Carl Olive, au micro de BFM TV, tout en renvoyant la responsabilité sur les députés LR totalement irrationnels. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, puisque de toute façon, ils vous sucent le bout, donc à part apparemment une vingtaine, là, ça va vraiment être chaud la motion de censure la semaine prochaine, enfin demain. Le recours au 49.3 par le gouvernement est très inquiétant sur l'état politique du pays, nous a encore rapporté un ministre pas moins sévère. La défaite d'une nouvelle méthode du gouvernement.
Manifestement, l'argumentation d'Emmanuel Macron n'a pas convaincu. Le président Emmanuel Macron a assuré lors d'un conseil des ministres exceptionnel que son intérêt politique aurait été d'aller au vote, a appris notre antenne. L'échec est pourtant total pour le chef de l'État qui avait promis une nouvelle méthode de gouvernement après les législatives. C'était BFM. Oh là là, BFM me partage des infos, attention. C'est intéressant. Alors, mais ça, c'était quand ça, cet article-là? Donc, ah ouais, c'était... Ah bah c'était hier. Très bien. Alors, article suivant, valeur actuelle. On continue là sur les retraites. Réforme des retraites. Bruno Le Maire appelle les républicains à retrouver leurs esprits. Le gros traître, tu sais, qui s'est barré, qui allait sucer la bite de Macron. Arrêtez, hein, venez sucer avec moi, hein, parce que c'est mieux. Hein. Écoutez-moi, écoutez-moi. Sale traître, quoi. Sale traître à la France. Putain, toi qui avais dit plusieurs fois que tu parlais de De Gaulle et tout, mais combien d'entreprises, là, en étant ministre de l'économie, t'as vu partir là, à cause de Macron, là? Qu'est-ce que t'as, la saloperie, à le sucer comme ça, quoi? Putain de traître, quoi. Bruno Le Maire, pareil, je sais pas lequel est pire. C'est Macron, Bruno Le Maire ou Ciotti, tu vois, j'ai un peu du mal. Bon, Macron, quand même. Macron, il est un peu au-dessus. Les présidents, il en a fait lui. Alors, dans un entretien, le ministre de l'économie a fustigé ses anciens camarades de droite, coupables selon lui de vouloir la chute du gouvernement. Bruno Le Maire n'est pas tendre avec les Républicains. Dans un entretien accordé aux Parisiens samedi 18 mars, le ministre de l'économie a fustigé ses anciens camarades de droite, coupables selon lui de vouloir la chute du gouvernement, alors que le ton monte au lendemain de l'utilisation du 49.3 par le gouvernement Elisabeth Borne pour faire passer la réforme des retraites et à la veille de l'examen d'une motion de censure transpartisane pour faire tomber ce même gouvernement. Bruno Le Maire tacle les parlementaires, les Républicains. On ne joue pas à pile ou face avec une réforme aussi décisive pour notre nation, mais bien sûr. C'est vraiment, c'est vraiment de la poudre d'escampette. C'est la poudre aux yeux, quoi. C'est ça que je voulais dire. Vous n'avez pas de la poudre de perlimpinpin. Nous avons une majorité relative. Chacun sait que nous comptions logiquement sur les voix du groupe LR, qui a été élu sur un projet de report à 65 ans de l'âge légal de départ à la retraite. La moitié nous a fait défaut pour des raisons incompréhensibles telles que le ministre. Alors, espérons que les Républicains retrouvent leurs esprits. Cependant, si Bruno Le Maire juge sévèrement le groupe LR et appelle les parlementaires de droite à retrouver leurs esprits, il nuance ses propos, citant certains d'entre eux qui ont fait preuve de courage et de cohérence. Un certain nombre des députés et des sénateurs LR ont fait preuve de courage et de cohérence, comme Bruno Retailleau, Éric Ciotti et tous ceux qui les ont suivis. D'autres se sont égarés, ont perdu tout leur repère. Aux Républicains, ils demandent de travailler, texte par texte, projet par projet, au service du renforcement de notre nation. C'est vachement en mettant un truc de la réforme des retraites que tu vas renforcer notre nation, alors qu'il y a tout qui s'effondre. Il met pas Pendiaï là pour mettre des transgenres là. Enfin bon, ça n'a aucun sens quoi. Quant aux mentions de censure déposées, ils s'insurgent. Arrêtons avec le bal des hypocrites. Lyot, un groupe centriste qui tend la main à la NUP et au RN peut faire tomber le gouvernement. Pour faire tomber le gouvernement. Quelle hypocrisie! Bruno Le Maire n'hésite pas à qualifier cette alliance d'attelage clownesque des députés LR. Ah non, de clownesque, pardon. Des députés LR qui réclament à corps et à cri le rétablissement des finances publiques, mais qui déposent sans vergogne des amendements à plusieurs milliards d'euros. Quelle hypocrisie encore! Quel manque de courage a-t-il dénoncé dans les colonnes du Parisien? Saloperie, quoi. Et enfin, le ministre de l'économie attaque durement ceux qui critiquent l'usage du 49.3, rappelant que le 49.3 est un outil démocratique inscrit dans notre constitution. Et toi, t'es une grosse merdasse parce qu'en fait, la motion de censure, c'est inscrit dans le gouvernement aussi, dans la constitution. Hein? C'est en réponse au 49.3, donc vous devriez respecter cette motion de censure au lieu de dire que c'est de l'hypocrisie. Donc en fait, c'est vraiment le bal des fils de pute. Voilà, j'allais dire des faux culs, mais c'est le bal des fils de pute. Et nana, et toi tu veux faire tomber le gouvernement, mais moi j'utilise la loi. Ah mais moi aussi j'utilise la loi, alors tais-toi, hein, machin. C'est pour ça que les gens ils comprennent plus rien, ils manifestent dans tous les sens, ils comprennent plus, ils savent pas ce qui va se passer, quoi. Ok. Et donc pour finir, on va faire deux petits éléments sur toujours la réforme des retraites. Petite info qui est sortie là il n'y a pas longtemps, le directeur de cabinet de Borne devrait bientôt quitter Matignon. Alors je ne sais pas si c'est en rapport avec ça, mais bon, le directeur de cabinet de Borne devrait bientôt quitter Matignon. Aurélien Rousseau, venu de la gauche, va quitter son poste de directeur de cabinet de la ministre. Ok. Sur le départ, vendredi 17 mars, le Point révèle que le directeur de cabinet de la première ministre, Aurélien Rousseau, serait sur le point de démissionner. En poste auprès du chef du gouvernement depuis sa nomination à Matignon en mai dernier, Aurélien Rousseau, 46 ans, serait sur le départ. Son départ est acté, assure-t-on du côté du gouvernement, pour des raisons personnelles, en aucun cas en lien avec la situation politique actuelle. Ok.
Oui, donc en fait, on s'en bat les couilles, en fait. Je croyais que ça n'a aucun lien. Ok, aucun lien, fils unique. Les gens, ils font du putaclic, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Et ben, c'est pas étonnant, hein. En même temps, c'est comme ça que ça fonctionne, Internet, maintenant, hein, les informations. Et donc, pour terminer, par rapport à cette réforme des retraites, hein, toujours, et bien, bien sûr, le RN en embuscade, et qui a dit quelque chose, je trouve, de très intelligent pour pouvoir mettre une quenelle, là, bien réfléchir. Donc Bardella, sur TPMP, je crois, retraite. Le RN ne présentera pas de candidat face aux députés LR ayant voté la motion de censure en cas de dissolution. D'ailleurs, Olivier Marleix, donc le président du groupe à l'Assemblée, a dit que les LR ne sont pas à acheter. Mais c'est un coup très intelligent, je trouve, de Bardella d'avoir fait ça. Toujours malin quand même. Le RN en ce moment, ils sont contrairement d'ailleurs à Zemmour, hein, je rappelle que je soutiens, ils sont très intelligents au niveau politique. Mais plutôt Zemmour, je parle avant, parce que là, dernièrement, je trouve que tout ce qu'il fait au niveau des actions sur le terrain avec Reconquête sont très très bien. Et c'est parfait qu'il fasse ça. Comme ça, chacun a un peu son rôle, tu vois. Mais au final, effectivement, le RN sent très malin. Là. Ce pas-là, cette initiative est très intelligente, je trouve. Vendredi 17 mars, le président du RN, Jordan Bardella, a annoncé que son parti ne présenterait pas de candidat à des élections législatives anticipées face aux députés LR qui voteront la motion de censure contre le gouvernement et d'Elisabeth Borne. L'union des droites sans le dire. Bon, c'est vrai que là, ils disent ça, mais ils n'ont jamais dit ça pour Reconquête qui a voté pour eux, qui a poussé à pas mettre de candidat et tout ça. Donc c'est un peu aussi, c'est un peu de la fils de puterie, mais c'est parce que le RN ne veut surtout pas être associé à Reconquête, puisque maintenant Zemmour est totalement diabolisé, et ils sont très contents que ce soit le paratonnerre, ils veulent que ça continue. Donc s'ils se mettaient en alliance avec, ça disparaîtrait tout de suite dans la tête des gens, peu importe ce qu'on dirait, quoi. Alors, l'Union des droites, sans le dire, vendredi 17 mars, le président du RN, Jordan Bardella, a annoncé que son parti ne présenterait pas de candidat à des élections législatives anticipées face aux députés LR, qui voteront la motion de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, rapporte Le Figaro. Le chef de file du Rassemblement national a fait cette annonce lors de son passage dans l'émission Touche pas à mon poste. En cas de dissolution, donc ouvrez les guillemets, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national ne présentera pas de candidat dans les circonscriptions où les députés LR voteraient avec nous la motion de censure, a ainsi annoncé le député européen frontiste. Juste moi, madame, j'ai une question à vous poser. Je le regrette. On entend beaucoup parler de motion. L'opposition, une arme dont il compte se servir, c'est la motion de censure. J'aimerais savoir ce que ça veut dire, ce que c'est et ce que ça pourra impliquer pour les Français. Ça vraiment, parce que moi, c'est quoi, Jordan? 49.3. Le gouvernement fait passer le texte en engageant sa responsabilité. Je fais de la pédagogie pour que tout le monde comprenne. Non, moi, le texte passe donc d'office, sauf si une motion de censure, c'est-à-dire la censure du gouvernement, est votée par la moitié de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que si la moitié des députés s'accordent sur une motion de censure, 1, le texte ne passe pas, c'est-à-dire que si l'opposition se rassemble, le texte ne passe pas, et 2, le gouvernement est contraint de démissionner. Alors moi, je vais vous dire... Est-ce que c'est possible, ça? Je pense que c'est possible. Et je vais vous dire quelque chose. Je pense que l'ensemble des mouvements d'opposition doivent faire passer l'intérêt des Français, l'intérêt de la France, l'intérêt du modèle social des Français avant l'intérêt des partis politiques. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, aux Républicains, à droite, qui sont en train d'hésiter aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de dire à ces députés-là courageux qui hésitent chez LR, d'avoir le courage de résister aux pressions et de résister à la Macronie. Et je veux leur dire qu'en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national ne présentera pas de candidat dans les circonscriptions où les députés des Républicains voteraient avec nous la motion de censure. Là, vous achetez les voix, là. Vous achetez les voix, là. Non, je n'achète pas les voix. Je n'achète pas les voix. Non, c'est juste très malin, c'est ça la politique, les gens. Je dis arrêtons le sectarisme. C'est ridicule à vous, monsieur Bardella. 80% des Français qui ne veulent pas de cette réforme. Est-ce qu'une fois, on peut mettre de côté les étiquettes politiques? Est-ce qu'une fois, on peut mettre de côté l'intérêt de nos partis, l'intérêt de notre boutique et se mettre autour de la table dans l'intérêt des Français? Non, il a raison, c'est exactement ce qui est en train de se passer, le fait que la NUP et RN vont voter ensemble. Donc là, on gueulait depuis des mois parce que la NUPES et le RN ne s'associaient jamais. C'est en train de se passer. Il n'y a plus que les LR, là. C'est le moment. Je veux dire, si ça se passe pas, mais putain, mais ça va partir en couille. Mais ça va partir tellement en couille. Il faut absolument qu'ils votent cette motion de censure. L'intérêt de la France avant celui des partis. Je n'achète pas les voix. Je dis arrêtons le sectarisme. 80% des Français ne veulent pas de cette réforme.
74%, on a encore vu un sondage, c'est depuis 3 jours, là il y en a plusieurs. C'est pas qu'un seul sondage qui dit qu'il y a 75% des Français qui veulent que la motion de censure passe carrément, quoi. Donc que le gouvernement tombe. On fait comment là? Vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Est-ce qu'une fois on peut mettre de côté les étiquettes politiques, est-ce qu'une fois on peut mettre de côté l'intérêt de notre parti, l'intérêt de notre boutique, a poursuivi Jordan Bardella. Les Républicains sont en partie divisés sur la réforme des retraites. Certains députés LR comme Maxime Minot, voilà, il y a eu lui, ou Yann Boucard sont tentés de voter la motion de censure. Non, Maxime Minot, je crois qu'il a dit qu'il la voterait. Yann Boucard aussi, il y avait Gilles Platré, je crois que c'est ça, qui lui a dit qu'il savait pas, qu'il n'était pas sûr. On va voir quoi. Malgré le refus du patron du groupe Olivier Marleix et du président du parti Éric Ciotti de s'opposer au gouvernement. Ce dernier a prévenu ses troupes, quiconque votera la motion de censure sera immédiatement exclu de LR. Donc c'est vraiment des nazis eux aussi. Une situation tendue qui n'a pas échappé au Rassemblement national. Aussi, Jordan Bardella prend-il de la hauteur? L'ensemble des mouvements d'opposition doivent faire passer l'intérêt des Français, l'intérêt de la France, l'intérêt du modèle social des Français avant l'intérêt des partis politiques, a-t-il déclaré. Donc voilà, donc on va terminer là sur ce point sur les retraites. Donc on a encore ces 74%, je le remets là. Moi je dis que si demain ils ne votent pas la motion de censure, là il faut tout faire péter. Et je pense que j'ai même pas besoin d'entendre ce que je dis, hein. De toute façon on n'entend pas forcément. Et ben je pense que ce sera le cas de toute façon. Alors apparemment il y a aussi une nouvelle qui est comme quoi Macron va parler. Je crois que ça a été annoncé. Bon, c'est pas encore sûr et certain, mais normalement, il devrait annoncer le fait qu'il va nous parler, nous, à ses là, à ses esclaves, mardi ou lundi. Donc, je pense qu'il va attendre de voir ce qui va se passer avec la motion de censure. J'ai pas très bien compris si la motion de censure serait directement votée demain ou si elle sera discutée. Moi, j'espère qu'elle sera votée directement demain et qu'elle sera votée. Et qu'elle sera votée parce que je pense que si ce n'est pas le cas, ça va tellement péter. Et en même temps, j'aimerais que ce soit le cas parce que j'aimerais qu'il y ait un coup d'arrêt en fait à ce que fait Macron. Il détruit le pays. Il l'a détruit pendant 6 ans. Je suis dégoûté qu'on l'ait réélu. Enfin, moi, j'ai pas participé à cette réélection, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est une horreur quoi de voir ça. Et je prie pour que, enfin, comme je suis pas croyant, mais je prie pour que quand même, voilà, je prie quand même ce soir pour que la motion de censure soit votée et que le gouvernement tombe, parce que sinon ça va mais tellement partir en couille. Enfin bon, voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette revue de presse. Je vous embrasse, je vous dis bonne fin de journée, bon dimanche et je vous retrouve demain. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur la retraite. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. J'aimerais bien avoir votre avis sur les différents sujets que j'ai vus là. Voilà, on va voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous pensez des manifestations? Qu'est-ce que vous pensez du fait que ça soit voté ou non? Qu'est-ce qui va se passer si ça ne sera pas voté? Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Bye bye!